On sait tous que le tabac c'est mauvais pour le poumon. On sait tous que le Covid c'est mauvais pour le poumon. Et malgré tout, ils ont réussi à s'en sortir. Tout le monde a entendu cette information, que peut-être que la nicotine ça protégeait contre le Covid. Tout le monde a entendu ça. L'info comme quoi ça marche pas, personne ne l'a entendu. AVS avec Philippe Robichon. AVS, ça veut dire à votre santé, et fumer est a priori mauvais pour la santé. C'est ce que nous allons voir avec mon invité ce matin qui s'appelle Olivier Miron. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes cardiologue hospitalier à l'hôpital Bichat. Vous êtes un ancien fumeur. Depuis quand ? Gros fumeur, d'1 à 2 paquets par jour, et j'ai arrêté de fumer il y a une dizaine d'années. D'accord. Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre arrêt ? J'avais peur de mourir, clairement. Non, c'est vrai ? Ouais, c'est ça. Je voyais tous les jours des patients qui venaient pour des infarctus ou des AVC. Et je me disais que si un jour c'était moi qui arrivais en urgence dans le SAMU, j'aurais l'air un peu ridicule. Et puis j'avais une patiente qui était très inquiète pour moi parce que je sentais vraiment le tabac, quoi. Donc elle me disait, docteur, je suis inquiet pour vous, vous fumez trop. Elle était très mignonne. Elle m'a un peu chamboulé. Et puis j'ai eu un patient, je sais pas pourquoi celui-là m'a marqué plus que les autres, mais qui avait ce qu'on appelle une trachéotomie, c'est-à-dire qu'il avait eu un cancer de la gorge. Et donc il avait un petit tuyau au niveau de la gorge pour respirer. Et pour moi, c'était ce qu'il y avait de pire en fait dans les complications du tabac. Et je me suis dit, je veux pas ça. Et ça a été une démotivation pour m'arrêter de fumer. Donc moi, j'ai clairement arrêté de fumer pour des raisons de santé. Et c'est ce qui paraît le plus logique. Et vous dites que ça ne fonctionne pas ? Eh ben non, j'ai toujours des copains, moi, avec qui on milite, à qui on fait des manifs, qui continuent à fumer, et ils n'ont pas suffisamment peur, ou ils arrivent suffisamment à faire l'autruche pour pas avoir cette peur-là. Pourtant, sur tous les paquets de cigarettes, il y a écrit « fumer tue ». Maintenant, il y a même des photos. Donc, oui, alors après, là, il faut pas se leurrer. Le tabac, et en particulier la nicotine, c'est une telle drogue que c'est très difficile d'arrêter. Et donc l'idée c'est d'essayer de rajouter une couche, de dire bon, on sait que ça rend malade, c'est très dangereux. En gros, la moitié des fumeurs ils vont mourir de la consommation du tabac, c'est quand même inédit dans l'histoire de la société de consommation. Mais l'idée du bouquin c'est de rajouter un côté politique, de dire ok, on se retrouve sur des combats contre le capitalisme, contre les grandes entreprises. Vous pouvez pas justifier de continuer à financer l'industrie du tabac, qui est une des pires de l'histoire du capitalisme. Alors le livre dont vous parlez, c'est le livre que vous venez d'écrire qui s'appelle « Pourquoi fumer, c'est de droite ?» chez Textuel. En fait, vous expliquez que vous êtes un militant de tous les combats et que ceux dont vous parlez, ce sont les gens qui manifestent avec vous, avec qui vous combattez. Et finalement, quand les arguments santé ne fonctionnent pas chez les gens, vous vous dites qu'on va tester l'argument politique. Oui, en fait, pour avoir envie d'arrêter de fumer, c'est difficile, on l'a dit, et donc il faut avoir beaucoup d'arguments et il faut essayer de convaincre les gens. Donc l'argument santé, il est très fort, mais je pense aussi que l'argument politique, il doit être très fort, parce que on voit que en tirant le fil, quand on fait l'histoire du tabac, de l'industrie du tabac, c'est vraiment l'histoire de ce qu'il y a de pire dans l'histoire du capitalisme. Donc les copains qui continuent à fumer, l'idée c'est leur dire, en fait, tu finances une industrie insupportable. On discute de ne pas prendre les VTC, de ne pas prendre l'avion, de ne pas commander les bouquins sur Internet, mais d'aller dans les librairies. Voilà, il y a certaines industries qui nous semblent aujourd'hui pas compatibles avec... C'est-à-dire que voilà, on milite contre Amazon et Jeff Bezos parce que c'est les grands affreux. Et on c'est des grands affreux, et c'est aussi parce qu'ils ont une politique sociale qu'on veut pas. Enfin, on n'a pas envie que nos copains ou nos enfants ils aient à subir ces politiques sociales-là. Donc, notre consommation a des conséquences politiques. Et ce que vous expliquez très bien, c'est qu'on n'a jamais vu des gens aller manifester contre le cartel du tabac. Alors, vous les appelez comment Big Tobacco, c'est ce qui permet de rajouter tout le monde ensemble et sans leur faire de la pub en disant leur nom. Et effectivement, dans les dernières années, là où on a eu les Black Blocs en tête des manifs, ils pètent des banques, ils pètent des McDo, mais ils pètent pas des bureaux de tabac. Jamais. J'ai pas vu. Et les bureaux de tabac, pendant le Covid, sont restés ouverts. Ouais, c'est quand même fou. On n'en a même pas discuté d'ailleurs. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a même pas eu le début d'une question. Non, on a fermé les librairies. On a dit, est-ce que c'est logique dans une société où les gens vont rester chez eux de fermer des librairies ? Est-ce que c'est pas une bêtise ? Mais les tabacs, nos discussions. Alors il y a quelque chose qu'on a peut-être oublié, mais c'est au tout début de l'apparition du Covid, il y a eu cette rumeur, cette information qui disait que les fumeurs étaient protégés du Covid grâce à la nicotine. Et vous expliquez d'où ça vient. C'est une rumeur française. Ouais, ça a été un buzz. Alors ça fait un buzz, à tel point que
le gouvernement français a été obligé de réglementer la vente des patchs en pharmacie, parce que les gens se jetaient là-dessus au moment où, rappelons-le, il n'y avait aucun traitement qui était disponible pour le Covid. C'était vraiment au tout début. Ouais, c'est en avril 2020. Ouais. Donc le début du confinement, c'est mars 2020 et avril 2020. Donc tout d'un coup, ça part sur France Inter. Une équipe française décrit qu'il y a moins de fumeurs en réanimation en fait, que ce qu'on attendrait. Ce qui est une étude qui est très faible sur le plan scientifique parce que c'était comparé au taux de fumeurs dans la population générale. Donc il y a d'énormes biais là-dedans. Mais surtout, c'est parti parce que c'était soutenu par des stars de la science française, des chercheurs en neurobiologie spécialistes de la nicotine, et puis un prix Nobel de physique dont le fils était dans l'équipe qui sortait cette information-là. Et donc ça a été repris par tous les médias du monde. Finalement, on s'aperçoit de deux choses. C'est que un des scientifiques qui a beaucoup poussé là-dessus et qui a fait un éditorial sur ce sujet-là a été financé par le tabac dans les années 90. Donc ça pose au minimum question. Alors quand on dit financé par le tabac, il faut expliquer ce que ça veut dire. Alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaillait dans des gros laboratoires français, très connus au niveau international, mais donc tous les laboratoires de recherche cherchent de l'argent en permanence pour payer leur recherche et le fonctionnement du laboratoire. Et lui, il a touché de l'argent de vendeurs de cigarettes, clairement. Donc c'est marqué dans un de ses papiers qu'il a publié dans une grande revue. Il y a marqué qu'il est financé par Reynolds, qui est un vendeur de cigarettes. Donc voilà, c'est une évidence que ce mode de financement de la science par l'industrie du tabac est quelque chose qui aujourd'hui est complètement dénoncé par toutes les sociétés savantes médicales et de recherche en disant à chaque fois que l'industrie du tabac approche, c'est pour prendre l'ascendant sur les gens qu'elle finance et elle fera jamais ça par hasard. Et donc l'équipe française qui a fait ça, il se trouve que c'est des très bons médecins qui bossent à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Bon, c'est l'équipe du professeur Zahir Amoura. C'est des très bons médecins et il n'y a rien à dire sur eux. Et moi, je ne remets pas en cause leur honnêteté. La seule chose, c'est que le problème, c'est s'associer à Jean-Pierre Changeux qui a été associé à l'industrie du tabac. C'est un vrai problème et ça pose le problème du conflit d'intérêts ou du lien d'intérêts qui aujourd'hui dans notre société, dans notre démocratie pose des gros problèmes. Si aujourd'hui les gens n'ont plus confiance dans les instances, et ça s'est posé au moment du Covid avec le problème du conseil scientifique et des médecins qui ont des liens avec les laboratoires pharmaceutiques, le lien d'intérêt fait qu'on a raison d'avoir des doutes sur de savoir d'où les gens parlent quand ils nous donnent des conseils. Mais au final, est-ce qu'on sait si la nicotine protège du Covid ? Est-ce qu'on est allé plus loin dans les recherches ? Parce que c'est ça. Oui, puisqu'il y avait une grande question et c'était poussé par des stars. Et donc Olivier Véran a dit mais c'est super, on est français, on est trop fort, on a des bonnes idées. Et donc on a mis de l'argent public pour tester l'effet des patchs de nicotine. Et donc une étude vient de sortir et qui a été faite par l'équipe de La Pitié qui montre que ça ne marche pas. Mais est-ce que l'industrie du tabac est un peu derrière tout ça ou pas ? Alors, Parce que c'est la question que ça soulève. Est-ce que l'industrie du tabac est à l'origine de cette recherche ou l'industrie du tabac a récupéré les résultats de la recherche ? Là, dans ce cas-là, sur l'étude française, moi, j'ai pas de raison de penser qu'il y a eu de l'argent de l'industrie du tabac qui a été mis dedans. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est poussé par quelqu'un qui a eu des liens embêtants avec l'industrie du tabac il y a plusieurs années. Il y a un argument et un indice qui est un peu inquiétant, c'est que le même genre d'étude sur il y a moins de fumeurs en réanimation avec le Covid a été publié par d'autres équipes et qui leurs papiers ont été finalement retirés par les éditeurs, ce qui est quelque chose de très rare en médecine. Parce qu'on s'est aperçu qu'eux, ils avaient actuellement des liens avec l'industrie du tabac et qu'ils ne l'avaient pas déclaré. Normalement, quand on envoie un papier sur un sujet, on doit dire si on a des liens d'intérêt. Eux, ils ne l'ont pas déclaré, ce qui a conduit à considérer que leur papier était nul et non avenu. Donc, exactement le même genre d'idée a été poussé par des médecins qui sont clairement soutenus par l'industrie du tabac. Ça, c'est indiscutable. Ce qui veut dire qu'au départ, on a eu des papiers qui disaient qu'il y avait moins de fumeurs en réanimation que de non-fumeurs, c'est ça ? Que ce qu'on attendait comme taux de fumeurs, en fait. C'est-à-dire que par rapport à la population française qui fume, il y avait un pourcentage plus faible de malades du Covid et qui étaient aussi fumeurs. Donc,
Ce qui est fou, c'est que on sait tous que le tabac, c'est mauvais pour le poumon. On sait tous que le Covid, c'est mauvais pour le poumon. Et malgré tout, ils ont réussi à s'en sortir, à ce que tout le monde a entendu cette information, hein, que peut-être que la nicotine, ça protégeait contre le Covid. Tout le monde a entendu ça. L'info comme quoi ça marche pas, personne ne l'a entendu. Hein. Mais comment vous l'expliquez? Alors je vous en parle parce que ça me paraît tellement fou comme histoire en plus. Mais comment vous expliquez qu'à un moment, il n'y a pas des cardiologues, des pneumologues qui viennent et qui disent « Mais attention, non, la nicotine, ça ne protège pas ». En fait, c'est toute la puissance des industries et finalement, quand vous êtes un cardiologue ou n'importe qui, vous n'avez pas accès aux médias comme une industrie avec beaucoup d'argent et plein de lobbyistes a accès et aux décideurs et aux médias. Donc, c'est quand même aujourd'hui en France, on voit que les grands médias sont tenus par des grands industriels. C'est pas pour rien qu'ils font ça. C'est quand même pour faire passer leurs idées et leurs objectifs de vente. Donc ça, c'est un exemple en plus de pourquoi on a besoin d'une presse indépendante, des pouvoirs de l'argent, pour avoir une démocratie forte. Oui, mais en ce moment, est-ce qu'on peut pas faire passer ce genre d'idées sur les réseaux sociaux de la même façon ? Alors les réseaux sociaux, c'est une ambiguïté, parce que je pense pas que les GAFAM soient non plus complètement quelque chose d'anodin pour la démocratie. On a vu quand même hein, que sur Facebook, il y a des manipulations pour certaines élections, et donc il y a une puissance aussi de ces gens-là, et qu'il n'y a aucun contrôle démocratique de ces grandes industries qui aujourd'hui ont une force d'influence sur nous, mais aussi sur nos gamins. Pour très très longtemps. Alors on va parler de cigarettes ce matin à l'occasion de la sortie d'un livre qui émane d'un cardiologue hospitalier. Il s'appelle Olivier Miron. Vous êtes ancien fumeur et vous travaillez à l'hôpital Bichat, centre de référence national pour le syndrome de Marfan. Shkoun, le syndrome de Marfan. Alors le syndrome de Marfan, c'est une maladie rare, génétique, qui est transmise donc de parents à enfants. Si vous avez la maladie, vous avez un risque sur 2 de transmettre à votre gamin. Et c'est une maladie qui donne une fragilité des tissus, et en particulier de l'artère principale qui s'appelle l'aorte, qui est à la sortie du cœur. Et donc ce tissu, quand vous avez cette maladie, a tendance à se dilater puis à se rompre. Et donc l'espérance de vie spontanée des gens qui ont ce syndrome de Marfan est de 40 ans. Et donc c'est pour ça que cette maladie rare est source de décès et de catastrophes chez des gens jeunes, et donc le fait de le prendre en charge change le pronostic de ces gens-là, et on a la chance en France d'avoir une organisation pour la prise en charge des maladies rares qui fait que les patients peuvent aller dans des centres où il y a beaucoup d'expertise et beaucoup de patients qui sont suivis. Donc il y a cette chance, il faut le dire, hein, en France. Vous êtes d'accord avec cette expression maladie rare ? Alors, maladie rare, c'est une définition qui a quand même, oui, parce que en fait, les maladies rares, ça veut dire que votre docteur, il la connaît pas bien. Et c'est ça qui fait le Ah, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui l'aient. Bah, ça revient au même, en fait. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont, les docteurs, ils les voient pas souvent, et donc ils les connaissent pas bien. Donc, par contre, on considère qu'il y a à peu près 5% de la population qui a une maladie rare. Donc, il y a plein de gens qui sont concernés par les maladies rares. Donc, mais c'est pas si rare que ça. Bah, sauf que chaque maladie est rare. Donc, chaque maladie va nécessiter une expertise. Et peu de docteurs vont être capables d'avoir cette expertise, parce que nous, on ne peut pas connaître toutes les maladies de façon parfaite. Bon, vous publiez Pourquoi fumer, c'est de droite chez Textuel. Bon, voilà, c'est une drôle de question finalement. J'avais jamais vu ça comme ça. Moi, j'aurais plutôt pensé que fumer, c'était de gauche. Bah oui, c'est ce qu'on a, et c'est là où l'industrie du tabac est super forte, c'est qu'elle a réussi à nous faire croire que fumer, c'était les rebelles, les cow-boys. Elle a réussi à faire croire aux femmes que c'était être libre que de fumer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui viennent de l'industrie du tabac. Et quand vous dites ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment eu des campagnes, des lobbyistes, des gens qui ont fait des campagnes pour faire croire aux femmes que fumer, c'était être libre. Voilà, alors ça, sur les femmes, c'est une histoire qui est fantastique. Hein. C'est, ils n'allaient pas se priver de la moitié de l'humanité comme clients, en fait. Hein, comme alors, qui c'est qu'ils vont embaucher ? Qui Big Tobacco va embaucher ? Donc, ils vont chercher un gars qui s'appelle Édouard Bernays, qui est le neveu de Freud, et qui a commencé à travailler dans la manipulation de l'opinion. Lors de la Première Guerre mondiale, les Américains, ils étaient contre l'entrée en guerre, l'opinion américaine. Et il y a une commission qui a été créée par le gouvernement américain pour faire changer les Américains d'avis. Et donc là, ils ont fait
la propagande à grande échelle, et ça a très bien marché. Et une des choses qu'on connaît, c'est cette affiche où on voit USA avec le doigt pointé, l'Amérique a besoin de toi. Voilà. Donc à la fin de la guerre, ça marche tellement bien que Edouard Bernays, il décide d'en faire son métier, en fait, et de mettre son savoir-faire au service des entreprises. Est-ce qu'il dit que je suis propagandiste à l'époque, parce que il a écrit un bouquin qui s'appelle Propaganda. C'est pour ça que je vous dis voilà. ça. Ouais. Et donc lui, c'est une bible, hein, enfin en tout cas qui est resté un manuel de référence longtemps sur la propagande. Ouais, à tel point que Goebbels l'a trouvé super et l'a utilisé pour convaincre les Allemands que c'était tolérable de faire la solution finale. Donc on voit dans ce livre, hein, qu'il faut lire, il est disponible gratuitement sur Internet d'ailleurs. Vous êtes trop fort. Il dit... Ah, vous êtes formidable. Je dis, vous avez inventé le merchandising, je dis. Il dit que en fait, il y a avec ces méthodes de propagande, quelques personnes peuvent faire changer les gens et leur faire faire ce qu'ils veulent. Et donc, lui, il s'associe, donc il est dans la mouvance psychanalytique, hein, et donc il s'associe à un psychanalyste qui lui dit, en fait, la cigarette, c'est un objet phallique. Et donc, il faut qu'on montre que les femmes s'accaparent, quand elles fument, elles s'accaparent le phallus des hommes, donc leur pouvoir. Et donc, c'est ça qui va marcher. Et donc, il organise une fausse manifestation avec des mannequins qui fait passer pour des féministes. Et à son signal, là, on est quoi ? On est en 1930 29-30, ouais. Et donc, à son signal, il a convoqué la presse, hein, bien sûr, et il a dit, il y a une manif de féministes, venez, et à son signal, elles vont sortir leur cigarette, allumer cette cigarette qu'elles appellent le flambeau de la liberté. Et ça marche très très bien, puisque encore aujourd'hui, c'est un marqueur de la liberté des femmes, entre guillemets. Et donc, il y a une étude là qui montre la corrélation entre un indice d'implication des femmes dans la vie politique et le rapport au pouvoir et le nombre du rapport homme-femme qui fument dans la société. Donc, aujourd'hui, c'est un marqueur de la liberté, mais ça n'a jamais été le fait de fumer qui a rendu les femmes égales aux hommes. Voilà, googlez Bernays, Édouard Bernays, l'inventeur du conseil en relations publiques à l'époque, propagandiste et neveu de Freud, qui avait été embauché par l'American Tobacco Company. Ça, c'était un gros trust, l'American Tobacco. Ouais, c'est un des gros trusts dans les années 30. Alors, je sais plus, il y a un moment en fait où ils sont devenus tellement gros que avec la loi justement de antitrust, concentration, le gouvernement américain avait cassé parce qu'ils étaient considérés comme étant devenus un monopole. En fait, il les a cassés. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, les industries et les grandes entreprises capitalistiques ont tellement de pouvoir que c'est impossible d'avoir ce genre de choses. Il y avait eu dans les années 90 un procès contre Microsoft que de façon évidente on aurait dû casser. Et finalement, c'est Microsoft qui a gagné, quoi. Alors vous expliquez pourquoi, hein. C'est politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien comment nos hommes politiques sont du côté des grandes industries et des pouvoirs de l'argent et pas du côté de l'intérêt général. On le voit tous les jours dans les décisions politiques, enfin que ce soit, moi je le vois dans les décisions qui sont prises sur la santé, mais c'est la même chose pour les médias ou pour les industries qui polluent et sur lesquelles on devrait avoir un contrôle fort. Alors il y a quelques noms intéressants. James Duke, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des principaux responsables de la catastrophe sanitaire que représente la consommation de cigarettes au XXe siècle. Ouais, alors, en même temps, Duke, donc lui, il a augmenté la capacité de production des cigarettes parce qu'ils ont inventé la machine à cigarettes, en fait. Alors qu'avant, c'était des femmes qui faisaient ça à la main, donc elles en faisaient à peu près 200 par jour. Et puis là, tout d'un coup, avec leur machine, ils sont capables de produire en une journée ce qu'ils faisaient en 3 mois, quoi. Donc ils se retrouvent avec un énorme stock de cigarettes et il n'y a pas de marché, il n'y a pas de demande. Donc lui, il va inventer la publicité, le merchandising. Il va mettre des petites cartes avec des femmes dénudées dans les paquets de cigarettes pour que les hommes achètent ces paquets de cigarettes. Et ça va très très bien marcher. Voilà. Alors, c'est pour ça que lui, il n'y avait pas de demande à l'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on produisait beaucoup plus de cigarettes qu'il n'y avait de fumeurs. Donc il fallait créer la demande. Voilà. Et donc lui, il a compris tout de suite qu'en fait, le tabac, c'est pas bon en fait. C'est addictif, mais en fait, c'est pas bon. Donc lui, il a compris. Quand vous dites c'est pas bon au goût.
Oui, c'est pas bon goût. D'ailleurs, enfin, si on regarde, on peut discuter de l'alcool, on peut discuter du chocolat, voilà. Mais il y a des gens qui se réunissent, qui sont spécialistes des bons vins, c'est des œnologues. Il y a des spécialistes du bon chocolat. Il n'y a pas des spécialistes de la bonne cigarette, ça n'existe pas. L'œnologue, c'est le spécialiste du vin. Le tabacologue, c'est le mec qui vous fait arrêter de fumer. Donc, il n'y a pas de plaisir à la cigarette. Alors, le seul plaisir à la cigarette. J'ai tiqué sur cette phrase parce qu'il y a aussi l'alcoologue. Oui, mais d'accord, mais c'est pas la même. L'équivalent du tabacologue, vous voyez. Non, mais oui, sauf que, en tout cas, il n'y a pas de spécialiste de la bonne cigarette. Et il n'y a pas de gens qui se réunissent pour dire j'ai goûté la Marlboro 75, elle est vachement meilleure que la Lucky Strike 72, alors que ça existe pour le vin. Voilà, donc il n'y a pas. Le seul plaisir dans la cigarette, c'est d'être toxicomane et de combler son manque de nicotine. C'est ça la seule chose qui est bonne. Mais quand on arrête de fumer pendant une semaine et qu'on reprend une cigarette, c'est comme la première cigarette qu'on a pris quand on était ado, ça donne envie de vomir. C'est pas bon la cigarette. Non, mais ce qui est terrible, et le coup de génie, il est là. C'est d'arriver à faire aimer à des gens quelque chose qui n'est pas bon. En fait, on sait que c'est tellement addictif et que plus on commence tôt à fumer, plus les gens vont avoir du mal à s'arrêter, que c'est pas pour rien que l'industrie du tabac met le paquet sur la jeunesse, en fait. Ils ont compris dès le début que leur produit, c'était la nicotine. Eux, ils vendent de la nicotine qui est un produit addictif. C'est la seule chose. Et après, ils ont modifié leur cigarette pour que la nicotine arrive plus vite au cerveau et pour que ce soit encore plus addictif. Donc, Duke, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'à sa décharge, à ce moment-là, il ne savait pas que c'était aussi mauvais pour la santé qu'on l'a su après. Alors, en parlant de nicotine, c'est à un Français qu'on doit le mot nicotine. Hein. Il s'appelle Jean Nicot. Jean Nicot, et alors lui, il a envoyé à la reine, alors à ce moment-là, c'était du tabac prisé en poudre qu'on mettait dans le nez. Et il l'a envoyé, alors ça dépend des sources, il y en a qui disent que c'est pour lui, pour elle ou pour son fils, mais qui avait des migraines. Alors quand on parle de la reine, c'est laquelle ? C'est Marie de Médicis. Ouais, je crois que c'est Marie de Médicis. C'est Marie de Médicis, je voudrais pas dire de bêtises. C'est pas la reine d'Angleterre. Hein. Non, ça c'est en France, c'est à la cour du roi de France, enfin de la reine de France. Et donc ça a très bien marché sur la migraine, donc c'est un effet placebo probable, parce qu'on n'a jamais réutilisé le tabac pour soigner la migraine après. Mais comme la reine a trouvé ça super, et toute la noblesse et tous les suiveurs se sont mis au tabac, et donc ça a été l'entrée du tabac à la cour du royaume de France. Je vous confirme, c'est bien Catherine de Médicis. Alors, ça fait partie des gens qui sont importants. Alors, il y en a un autre qui est important pour tous ceux qui aiment la manipulation et les stratégies, c'est John Hills. Ouais, alors lui, c'est l'inventeur de la stratégie du doute qui est encore aujourd'hui utilisée par plein de multinationales. Donc, la stratégie du doute, c'est dans les années 50, en gros, il y a toutes les preuves scientifiques que le tabac, ça donne le cancer. Là, les vendeurs de tabac, ils se disent que ça va devenir très compliqué pour eux de continuer à lutter contre ça. Et donc, ils vont voir un communicant, un conseiller en communication, John Hills, et ils lui disent qu'est-ce qu'on peut faire. Et lui, en une semaine, il sort un mémo où il y a tout dedans qui va permettre aux vendeurs de tabac de tenir encore 40 ans en disant il faut encore chercher, on n'est pas sûr, il y a peut-être un doute. Et donc, la stratégie du doute, c'est ça, c'est de financer de la bonne science, souvent, des bons chercheurs, comme Jean-Pierre Changeux, qui travaillait sur l'effet des récepteurs de la nicotine sur la douleur, et puis de dire, vous voyez, la nicotine, ça peut avoir des effets favorables, par exemple, et puis, on ne sait pas, quand même, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas une part des cancers du poumon qui ne sont pas dus à la pollution ? Et donc, en permanence, ils disent, non, mais regardez, nous, on cherche, on est très inquiets, on veut savoir, donc on finance de la science. Et donc, à chaque fois, cette science, d'une part, ils financent des choses qui les intéressent, et puis, ils vont, à chaque fois qu'il y a une information scientifique qui va dans leur sens, ils vont la diffuser beaucoup plus avec leur force de frappe. Et puis là-dessus, il y a aussi du lobbying, et puis vraiment un accès au pouvoir, aux politiques, qui sera très prolongé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette stratégie qui a été mise au point en 1953, elle est toujours appliquée. Avec une question qu'on se pose ce matin, pourquoi fumer, c'est de droite. Alors c'est le titre d'un livre qui est publié aux éditions Textuelles et c'est dur comme mot ça, Textuel comme ça. Et notre invité s'appelle Olivier Miron, cardiologue, ancien fumeur, et donc vous avez mené une enquête historique sur le tabac, et vous dites que raconter l'histoire du tabac, c'est résumer les méfaits du capitalisme. Mais c'est surtout se poser la question de savoir comment on a réussi, c'est quand même ce pari formidable de faire fumer des gens alors que c'est pas bon. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de plaisir, il y a surtout une grosse
la grande force de l'industrie du tabac, c'est qu'ils ont compris tout de suite que ce qui marchait, c'était le merchandising, et donc ils se sont adaptés à leur public. Donc au début, c'était les hommes, et ils ont mis des femmes nues sur des petites cartes pour que les gens achètent des paquets, commencent à fumer et deviennent addicts à la nicotine. Ils ont fait des fausses manifs féministes pour que les femmes commencent à fumer. Ils ont utilisé le mouvement des droits civiques dans les années 70. Ils ont fait des paquets et des campagnes de publicité à destination des blacks américains. Et aujourd'hui, ils ciblent la jeunesse, en particulier dans les pays pauvres. Et donc, maintenant, il y a des campagnes de distribution de clopes gratuites auprès des enfants africains pour les rendre addicts. Ils savent que leur nouveau marché, c'est les pays pauvres. Et la Russie ? Alors, la Russie, c'est... il y a une anecdote que j'adore. La Russie, c'est très marrant parce que en fait, donc ça fumait un peu, hein, les hommes surtout sous le communisme soviétique. Et puis en fait, au moment où il y a la perestroïka, tout commence à s'écrouler. Et même les entreprises de tabac n'arrivaient plus à fournir. Et donc à ce moment-là, il y a eu des manifs de fumeurs à Moscou. Et à ce moment-là, les derniers tenants du pouvoir soviétique ont fait un deal avec Big Tobacco, avec les vendeurs de cigarettes capitalistes, en leur disant il faut que vous me donniez des cigarettes. Et à ce moment-là, bien sûr, on a fait signer au pouvoir soviétique et russe des clauses de dire ok, mais vous nous ouvrez le marché. Et là, ça y est, le loup était rentré dans la bergerie. Et donc, quand tout s'écroule, il va y avoir des investissements massifs de l'industrie du tabac dans les ex-pays soviétiques. Et c'est une réussite énorme en termes de consommateurs, puisque ils ont réussi à faire fumer les femmes et les jeunes, ce qui est toujours leur cible. Et en termes d'investissement financier, on considère qu'à un moment, il y avait 30% des investissements financiers dans certaines anciennes républiques soviétiques qui concernaient l'industrie du tabac. Ce qui veut dire qu'ils ont maintenant installé leurs propres usines sur place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de problème d'alimentation aux cigarettes en Russie, c'est ça que ça veut dire ? On n'entend pas parler, mais d'ailleurs, pendant le Covid, on n'a pas eu de problème du tout. On n'avait plus rien, on n'avait pas de masque. Le monde n'était pas capable de produire des masques, des médicaments, mais les cigarettes, il n'y a eu aucun problème. Hein. Et il y a eu des négociations dans certains pays pour que le confinement ne touche pas les entreprises qui fabriquaient des cigarettes. On va revenir à John Hill, le gars qui a inventé la stratégie de l'industrie du tabac en 1953, qui invente ce qu'on appelle la stratégie du doute, donc c'est-à-dire pour semer le doute dans l'esprit de l'opinion. Cette stratégie, aujourd'hui, elle est toujours appliquée. Elle est reprise en permanence, et quand on voit les campagnes des vendeurs de glyphosate, par exemple, c'est exactement ça. En permanence, on nous sort une étude en disant « Ah non, mais en fait, c'est pas sûr. » Voilà. Donc, il y a... la stratégie du doute, c'est on met un doute scientifique et on finance des gens qui vont dire c'est pas si simple que ça. On fait du lobbying très fort, et sur le glyphosate, il y a eu des histoires où on a retrouvé des extraits de rapports soi-disant venant de la Commission européenne qui avaient été écrits complètement par les vendeurs de glyphosate. Et puis il y a une pression, on le voit très bien au niveau politique. Les politiques ont beaucoup de mal à dire non aux vendeurs de glyphosate. Et donc ils utilisent aujourd'hui complètement la stratégie du doute, comme elle a été écrite par John Hill. Et les vendeurs de diesel, ils ont fait la même chose. Donc à chaque fois qu'on voit un scientifique, un homme politique qui remet en cause quelque chose qui nous paraît évident sur une industrie qui est polluante ou dangereuse pour la société ou contre l'intérêt général, il faut toujours se poser de la question d'où il parle et par qui il est financé. Mais la nicotine, par exemple, c'est pas addictif. La nicotine, c'est très addictif. Il y a eu des études qui prouvaient que c'était pas addictif. Ah, alors... Ça, oui, mais enfin ça. Oui, alors après, c'est toujours la question de la bonne et de la mauvaise science, hein, et de ce qu'on retire des études. Après, donc, ce qui est sûr, c'est que dans la science, on montre qu'il y a ce qu'on appelle le funding effect, c'est-à-dire qu'en fonction de qui finance la science, les résultats des études sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que c'est très important. De toujours savoir qui finance et de remettre en cause ce type de financement. Les grosses études actuellement en médecine, dans le domaine où je travaille, en cardiologie, elles sont
quasiment toutes financées par l'industrie du médicament, par l'industrie pharmaceutique. Et donc, en fait, ils posent les questions qui les intéressent. Donc, par exemple, ils ne vont pas financer des études pour savoir si, au bout de 10 ans, après un infarctus, c'est toujours nécessaire de continuer les traitements. Ça, ils ne vont jamais le financer. Donc, il y a des questions qu'on se pose pour lesquelles on n'aura jamais de financement public, ou alors c'est beaucoup plus difficile de monter ce genre d'études. Alors, vous donnez quelques noms, hein. Par exemple, vous l'avez peut-être oublié, mais moi je me souviens de l'avoir invité plusieurs fois, Robert Molinard. Ouais, alors moi c'est des noms que j'ai découverts en faisant ces recherches-là. Donc c'est des gens qui étaient présentés comme des gens qui se battaient contre le tabac, qui étaient dans la prévention contre le tabac. Et puis alors là, ce qui est encore pire, c'est que le financement par l'industrie du tabac était complètement caché, en fait. On l'a appris après. Et donc, il y a deux choses. Il y a des gens qui ont reçu de l'industrie du tabac des financements et c'était public et ça pose problème, mais au moins on le savait. C'était transparent. C'était transparent, même si ça pose aujourd'hui un problème et qu'on considère, toutes les facultés disent on veut plus ce financement-là. Et puis, il y a des gens où là, c'est vraiment des malversations, quoi, de dire... je suis indépendant de l'industrie du tabac, je suis dans les comités soi-disant de lutte contre le tabac, et en fait d'être financé en sous-main et qui fait dire des choses a posteriori, on comprend certaines paroles un peu étonnantes, quoi. Un autre nom, Jean-Paul Tassin par exemple. Voilà, donc tout ça c'est des gens qui ont beaucoup écumé les lieux de pouvoir et les lieux de science entre guillemets et qui finalement avaient des rapports très problématiques avec l'industrie du tabac. Bah, lui, vous dites qu'il a touché 500 000 euros donc, de Philippe Maurice. Donc c'est très problématique. Oui, non, mais en tout cas, c'est bien payé. Donc, mais ça prouve en fait le pouvoir qu'ont ces gens-là, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont tellement un budget illimité que finalement, ils trouvent toujours quelqu'un à acheter. Enfin, c'est le problème de la corruption, c'est que les corrupteurs sont très très forts, ils peuvent essayer de corrompre plein de gens, et puis forcément, à un moment, ça marche, quoi. Donc, le symbole de l'industrie du tabac, c'est quand même que ils arrivent, toutes ces industries avec un pouvoir financier énorme, ils arrivent à pourrir notre démocratie. Et donc, il y a un moment où il faut se poser la question de cette accumulation de capital qui donne un pouvoir à ces gens-là qui est plus fort que nos États, et donc de notre pouvoir démocratique. Jusqu'à contourner la loi. Jusqu'à contourner la loi, et puis jusqu'à l'influencer, parce qu'il y a cet exemple de 2 députés français différents de droite et de gauche qui proposent un amendement qui est exactement le même, et puis à la fin ils l'ont avoué en fait que ça avait été écrit par Philippe Maurice. Donc comment des élus du peuple, dont normalement ils sont élus par les électeurs pour défendre l'intérêt général, donc l'intérêt de leurs électeurs, peuvent se retrouver à proposer au vote des amendements écrits par Philippe Maurice, dont le seul but était de faire gagner de l'argent à l'industrie du tabac. Depuis quand est-ce qu'on sait que fumer c'est mauvais pour la santé ? Alors en fait, ça fait assez longtemps. L'industrie du tabac, c'est marrant parce qu'ils ont utilisé les docteurs, et depuis le début, en fait, ils utilisent les docteurs pour dire que telle cigarette irrite moins la gorge ou des choses comme ça. Donc quand même, depuis le début, ils devaient savoir qu'il y avait un petit problème sur le tabac. Et on s'aperçoit que avant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, eux, avaient fait une revue de la littérature et ils avaient les preuves que le tabac donnait le cancer. Et donc ils ont, eux, fait une politique anti-tabac très forte, parce qu'ils voulaient avoir une population en bonne forme pour leur projet fou. Mais il y avait déjà des arguments très très forts dans la littérature et de chirurgiens qui décrivaient des cancers du poumon chez les fumeurs, et d'expériences animales où quand on mettait de la bouillie de tabac sur des souris, ça provoquait des cancers. Donc on avait déjà tout ça avant la Seconde Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Et en France, les premières campagnes, on va dire, de sensibilisation aux méfaits du tabac, c'est quelles années ? C'est hyper tard, hein, c'est vers les années 70-80 que vraiment... Ça veut dire qu'on ne savait pas ? On ne savait pas que fumer, c'était mauvais pour la santé ? C'est l'utilisation de l'État français du tabac a été toujours quelque chose de très ambigu. C'est-à-dire que
le début, la production du tabac, ils ont tout de suite compris que c'était quelque chose qui allait rapporter énormément d'argent. Donc dès Colbert, en fait, la culture et la production du tabac a été réservée ça a été nationalisé en fait. Et puis après, il y a eu la Seita, qui a été quand même quelque chose qui a rapporté énormément d'argent à l'État. Et puis petit à petit, on a commencé à privatiser l'industrie du tabac avec des interactions plus ou moins troubles avec les États. Mais la question de savoir tout ce qui rentrait comme argent, comme recette fiscale avec la cigarette par rapport à ce qu'on dépense comme ce qu'on appelle les externalités négatives, en gros, c'est les malades et la pollution. C'est toujours un combat. Ça rapportait plus que ça ne coûtait, c'est ça ? Alors en fait, je ne sais pas s'il y a un moment où ça rapportait plus que ce que ça coûtait. Aujourd'hui, les gens qui regardent un peu ça, ils considèrent que, en ce qui concerne la santé, si on voulait que ça ne coûte pas à la société la consommation du tabac, il faudrait que le paquet de cigarettes coûte 40 €. Donc on en est loin. Donc pour l'instant, nos impôts, nos cotisations sociales financent les dégâts de l'industrie du tabac. On n'est pas du tout à l'équilibre. Voilà, je reprends mon souffle. Olivier Miron, je rappelle que votre livre vient de sortir, s'appelle « Pourquoi fumer, c'est de droite ?» chez Textuel. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé et sans fumer sur Beurre FM.